Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Rôlistes. Aujourd'hui, on va pouvoir se faire un jeu que j'avais envie de faire depuis un sacré moment. On va jouer à Delta Green. Je suis avec toute l'équipe, hein. Tout le monde est là. Donc, comment ça va, Dandy? La forme? Capitaine Michael Spey, commandant, ça va extrêmement bien. Je vous remercie de m'accueillir pour cette mission. J'avais vraiment très envie d'y retourner dans cette infinité noire. Merci. Docteur Derd Turner, Dixit Zachem. J'espère que tu es prêt à sauver les vies. Oui, pour une fois, je vais mettre le corps à l'ouvrage pour essayer de sauver les pauvres enveloppes charnelles de mes collègues ici présents. Je serai là pour eux. Lieutenant Luc Belton, Navet, comment ça va? Prêt à partir, prêt à démarrer, prêt à affronter le vide glacial de l'espace. Et une navette n'est rien sans pilote. Major Dirk Macmillan, dit Tigurius. Au rapport. Au rapport. Prêt à décoller. Comme vous voulez, j'ai hâte. Comme vous l'avez compris, nos 4 protagonistes vont jouer des astronautes. Évidemment, les astronautes dans une mission un peu particulière. On va jouer le scénario Black Sat, qui est sur le recueil de scénario Control Group, qui fera partie des bouquins qui sortiront avec le financement participatif. Donc, normalement, d'ici le mois de mars, pour ceux qui ont participé au financement de Delta Green, vous aurez cet ouvrage avec le scénario Black Sat dedans, qui est un peu mis à ma sauce, évidemment. Sinon, c'est pas drôle, il risquerait de survivre. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Affirmatif. Toujours prêt, mon capitaine. Eh bien, générique. Dirk Macmillan. Au rapport. Tu es Dirk Macmillan, dans l'entraînement à Cap Canaveral depuis 18 mois, pour une mission qui est bien trop classifiée pour que tu sois totalement serein. T'as intégré la mission en tant que pilote. Pas étonnant, t'es le meilleur. T'as une opinion bien tranchée sur ton équipe, et même si ça peut parfois être tendu avec certains, pour l'instant, ça se passe. Pour le moment, tu te fais pas trop de soucis. T'es dans un bar qui s'appelle l'Outpost. Au billard, des mecs de l'Air Force en train de jouer tranquillement. T'as accoudé au comptoir. Dahlia, elle est là depuis que t'as peut-être 20 ans. Mais elle a pas bougé. Toujours aussi sexy, Dahlia. Elle te ramène ta bière. Il est 23h. C'est la 4ème, Dirk. Y'a un truc qui va pas? Rien du tout, tu sais. Avant une mission, faut toujours que je boive un petit peu. T'as hâte de remonter là-haut, hein? Carrément, t'imagines même pas les sensations. Ça me manque. Faut qu'on reparte vite. Et vous allez faire quoi ce coup-ci là-haut? Secret défense, comme d'habitude, tu le sais. Je pourrais te le raconter ou pas à mon retour. C'est étonnant quand même qu'on ait pas énormément d'infos sur ce qui va se passer. Dites-vous que c'est pour votre sécurité. Donc si vous êtes encore là demain matin, c'est qu'on a fait notre boulot. Ouais, enfin, tu pars pas demain en même temps. Techniquement, Non. tu sais pas quand tu pars. Ça fait 18 mois que tu t'entraînes et ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais elle se retourne vers le bar et puis elle te dit « Bon, je crois que t'as de la compagnie. » Et t'as une petite bonne femme de 25 ans qui arrive. Mini short en jean, évidemment. Chemisier beaucoup trop ouvert pour qu'elle soit là par hasard. Salut astronaute, tu m'offres un verre? Bonjour mademoiselle. On se connaît? Pas encore, mais ça va venir. T'es ici. T'es ici. Dirk. Enchanté. Et je lui tends ma main. Elle te serre la main. Et la soirée va continuer comme elle doit continuer, plutôt tranquillement.
Mais passons à un autre membre de l'équipage. Luke Bolton. Lieutenant Luke Bolton. T'as du mal à trouver le sommeil. Il est aux alentours d'1h du matin et tu te retournes dans ton lit. Pendant que Donna, ta femme, dort paisiblement à tes côtés. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc que tu sens pas dans cette mission. T'arrives pas à mettre le doigt dessus, mais ça te tracasse quand même pas mal. En même temps, tu sais même pas de quoi il s'agit, parce que la plupart des documents que t'as vus, il y avait beaucoup trop de censure pour que tu puisses lire quoi que ce soit. Et ça, c'est pas beau signe, quoi. Tu prends le verre d'eau qui est posé sur la table de nuit, tu te rends sur le balcon de ta villa à Orlando. Que t'as acheté exprès parce qu'elle est un peu à l'écart, un peu éloignée, t'as la vue sur Cap Canaveral. Puis comme elle est derrière une sorte de colline, en fait, t'as toute la pollution lumineuse qui disparaît et t'as une vue splendide sur le ciel étoilé. Et ce soir, t'as devant toi un ciel qui est magnifique. Où la noirceur des abîmes infinis ne sont qu'un catalyseur à la puissante lumière des astres. Eh, bientôt tu seras là-haut, mec. Comment tu te sens? Anxieux. Juste un peu. Mais surtout, fier. Je regarde derrière moi, je vois ma femme, paisiblement endormie. Je me dis qu'elle aussi, elle sera fière. Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est pour elle. Aussi un peu pour moi, mais je leur montrerai à tous. Je leur montrerai ce que je veux. Je leur montrerai à tous. Justement, t'as les bras qui t'enlacent par l'arrière. Tandis que la tête de Donna vient se poser sur ton épaule. J'ai pas hâte que tu partes, mais je sais que t'attends que ça. T'es un fantôme ces temps-ci quand même. Hein. Ah, tu sais, ces missions-là, c'est quelque chose qui tourne pas rond. T'inquiète pas, je reviendrai. Ouais, juste attends pour ce que tu sais. Luke, Et j'embrasse le front. y a pas eu de mort depuis combien de temps là-haut? Je sais, mais il y a quelque chose dans cette mission-là. Il y a un peu trop d'inconnus. Je t'inquiète Tu sais, pour les rien. chiffres. T'as la meilleure T'as raison. équipe et t'es le meilleur. Y a aucune raison que ça se passe pas bien. Ouais. T'as sûrement raison. Allez, viens T'as te coucher. sûrement raison. Bon. J'adresse une dernière petite prière à Dieu et je vais me coucher. Deirdre Turner. Deirdre Turner. Tu ouvres les yeux. La buée sur ton casque et le sifflement aigu et distinctif que tu peux entendre sont clairs. Tu sais identifier ce que c'est qu'une fuite dans une combinaison et une dépressurisation qui va arriver si tu fais rien. Dans le cockpit de la navette dans laquelle tu te trouves, tout est noir. Il n'y a plus de jus. Ça fait combien de temps que tu t'es évanoui? La porte du sas arrière est verrouillée de l'extérieur. Et bordel, heureusement qu'elle est verrouillée parce que quand tu jettes un œil, il y a que le vide. L'horreur de l'espace infini qui flotte juste devant toi. Et le cadavre de ton commandant de bord. Son crâne gelé vient percuter le hublot du sas, laissant une marque rouge qui restera indélébile. Côté cockpit, t'as la main sur absolument rien. Et la lumière rougeâtre qui se dessine sur le nez de ta navette t'indique que t'es en train de pénétrer dans l'atmosphère, en train de plonger. Tu fais rien dans 1 minute, t'es morte. Qu'est-ce que tu fais? Je me réveille. Tu ouvres les yeux. En sueur. Joueur. Dans ton lit. Encore ce même rêve. Ça fait Ça beaucoup me de réussit cauchemars. pas en les effet. exercices. T'as cette pression de la réussite. T'as cette pression d'un premier départ. Et peut-être même que tu te sens un peu comme une imposteur dans cette mission. Tu sais pas trop pourquoi on t'a choisi toi. Alors tu es quelqu'un d'extrêmement compétent. Tu le sais, t'es plutôt sûr de toi. Mais là c'est un saut dans l'inconnu. Comment tu te sens du coup? Stressé. D'ailleurs, je cherche mon chat pour essayer de me détendre un peu. Le prendre dans mes bras et aller à la fenêtre prendre l'air pour rafraîchir un peu tout ça, quoi. Me rafraîchir les idées. De toute façon, quand tu te réveilles, il vient vers toi. C'est un peu ta boule anti-stress, il le sait, il absorbe un peu toutes les mauvaises vibrations qui émanent de toi. Et tu te poses également à la fenêtre où
Tu as une vue un peu plus agitée sur le centre-ville d'Orlando. Et où tu vois toutes les personnes vaquer à leurs occupations de nuit. Une ville qui ne dort jamais vraiment. Une ville où il y a toujours un petit peu d'activité. Et t'as la vision sur le port d'Orlando et sur une fête foraine peut-être qui est installée là, avec des gens qui rient, des enfants qui courent. Et tu te sens tellement proche et tellement loin d'eux en même temps. C'est ça, et c'est pour la première fois en fait, je prends le temps vraiment d'observer comme si je voulais graver ces images dans mon cerveau. Inconsciemment, une part de moi me dit à cause de ces rêves que c'est peut-être la dernière fois que je les vois. Et cet instant se grave dans ton cerveau. Commandant Spey. Ton téléphone sonne et te tire de ton sommeil sans rêve. Il est tôt. Il est beaucoup trop tôt. Tu le sens dans tout ton corps. Sans regarder, tu sais qu'il est approximativement 5h30, 6h du mat, grand max. Et tu sais tout de suite ce que signifie cet appel. Tu sais qui est à l'autre bout. On est en 2010. Ça fait 18 mois que tu t'entraînes avec ton équipe sur cette mission de réparation de satellites. Ça peut être que ça. C'est le jour J, la mission commence. Tu décroches le téléphone et t'as la voix nasillarde et assez désagréable de Paolo Scalzo, un administrateur de la NASA qui se fait entendre. Commandant, j'espère que je vous tire pas du sommeil trop tôt. Non, bien sûr que non. Écoutez, tout est prêt. Je vous laisse rassembler votre équipe. Meeting à 8h00 au centre de contrôle lancement, salle de conférence C. Tout sera expliqué pendant le débrief. Entendu. Je compte sur vous. Rassemblez votre team. À tout à l'heure. C'est l'heure. C'est parti, on y va. Je saute du lit, je commence par faire une vingtaine de pompes, comme à mon habitude. Regardez la forme. Toujours. Un commandant de mission spatiale doit être préparé et jamais flancher. Je me prépare, je fais mon petit déj que je fais à la va-vite, ma tasse de café obligatoire, et j'appelle l'équipe. L'équipe, votre téléphone Macmillan, sonne. Turner, Bolton, Hamlet. Chacun son tour, je les appelle et je leur dis c'est le moment, préparez-vous, on part. Oui, allô? Vous êtes prêts? Toujours mon commandant. Et aujourd'hui? C'est aujourd'hui. Quelle heure? On se retrouve briefing en salle C à 8h00. Je compte sur vous. Je sais que vous êtes le meilleur après moi. J'ai toute confiance en vous. Je relèverai pas la phrase, commandant. Je serai là. Comptez sur moi. À tout à l'heure. Yes. Bolton, Oui, commandant. Spey à l'appareil. C'est l'heure. C'est le jour J. Ce soir, on est dans les étoiles. Vous êtes prêts? Toujours. Oui, mais, oui, je suis prêt, commandant. Toujours prêt. Ah, techniquement, quand c'est le briefing, c'est pas ce soir d'être dans les étoiles. C'est le briefing et en gros, généralement, c'est 48 à 72 heures derrière. Dans moins d'une semaine, on sera dans les étoiles. Ce soir, nous ne serons absolument pas dans les étoiles. Désolé. Affirmatif, commandant. Je serai. Ok. Profitez rapidement de derniers instants avec votre famille. Et puis je vous retrouve à 8h00 devant la briefing, pour le briefing en salle C. C'est noté. Dr. Drell. Allô? Oui. Michael Spey, commandant de la mission Black Sat. Bonjour commandant. Bonjour Dr. Turner. J'espère que vos affaires sont en ordre et que vous êtes prêtes. Je suis prête. Très bien. On a rendez-vous dès aujourd'hui, 8h00. Préparez-vous, faites vite. Salle C. Je suis déjà en route. Excellent. Je compte sur vous et quand on sera là-bas, on fera un petit briefing entre nous après. Oui mon commandant. Très bien. À tout à l'heure. Vous allez donc, tranquillement, prendre la direction de la salle des briefings. Arrivé sur place, vous allez retrouver une personne que vous connaissez bien, qui est Paolo Scalzo, qui vous suit depuis le début, qui est administrateur à la NASA. Je vous montre sa petite tête.
et vous le voyez en vive discussion avec quelqu'un que vous avez déjà vu, dont vous connaissez le nom, mais avec qui vous n'avez jamais eu de lien directement. Il s'agit du colonel Aaron Woolrich. Le colonel Aaron Woolrich est celui qui va superviser l'opération. Donc il suit votre entraînement depuis des mois, mais en effet vous n'avez jamais eu de contact avec lui particulièrement. Après, sa réputation n'est plus à faire. C'est une personne plutôt considérée comme une élite dans ce qu'il fait. Même si, pour ceux qui ont cherché quelques informations sur lui, vous êtes quand même rendu compte que sa carrière s'arrête très vite sur des censures et des censures et des censures et des censures. Compliqué d'en savoir beaucoup plus sur lui. De l'autre côté de la table, vous apercevez deux hommes. Un premier qui paraît beaucoup trop gros pour sa combinaison de la NASA, avec une combinaison très tendue sur son embonpoint. Il a des joues potelées et il semble sur le point de défaillir. Il a pas l'air très très bien. Un deuxième à côté de lui qui est plutôt maigre, comme un épouvantail, et avec des cheveux blancs, un visage profondément marqué, mais un regard d'une intensité assez rare quand même. Scalzo, quand il vous voit arriver tous ensemble, accompagnés par la secrétaire de la NASA qui vous accompagne jusqu'à la salle de briefing, arrive vers vous avec un grand sourire, peut-être un peu nerveux. Ah, l'équipe, comment on se paie? Bienvenue, Macmillan, Turner, Belton. On est content de vous voir. Je vous présente officiellement le colonel Aaron Woolrich. Vous êtes déjà croisés, mais vous n'avez jamais pu interagir l'un avec les autres, donc je vous fais les présentations officielles. Et le colonel qui a l'air quand même assez autoritaire comme ça, quand il se met à parler, ça vous semble assez étrange, mais il a l'air très sympathique. Il vous transmet tout de suite une profonde sympathie. Et il vous tend la main directement. Lieutenant-colonel, c'est un plaisir, un honneur de travailler avec vous, sincèrement. J'aime m'entourer des meilleurs, et vous êtes le meilleur des meilleurs, donc ça fait toujours plaisir. Après, il va aller vers toi, Macmillan. Ah, Macmillan. Votre réputation, si elle est à la hauteur de votre légende, j'ai hâte de voir ce que vous êtes capable de faire. On m'a dit que vous étiez capable de faire atterrir une navette sur un chemin de sentier en montagne. J'ai hâte de voir ce que vous êtes capable de faire. Je pense que la légende ne dit pas tout, colonel. Lieutenant Luke Belton, votre atout pour cette mission, en plus de toutes vos compétences qui sont très très proches de celles de vos camarades, vous allez avoir un rôle crucial à jouer. Je mise tous mes espoirs sur vous, j'espère sincèrement que tout se passera bien. J'ai une totale confiance en vous. Je ne vous décevrai pas. Dr Turner, je sais que c'est un petit peu particulier pour vous, vous n'êtes pas habitué à la NASA et toutes ses missions et à tout cela, mais on avait absolument besoin d'avoir un médecin de bord qui soit compétent, qui sache résister à la pression et qui ait des compétences extraordinaires. Je suis ravi que vous soyez avec nous, Dr Turner. C'est moi qui vous remercie pour cette occasion. J'en profite pour vous présenter les deux personnes que vous avez vues en entrant, évidemment. Il s'agit de messieurs Bruce Wentroll et Pierce O'Neill. Et donc il vous présente les deux autres personnes qui sont à cette pièce. Donc monsieur Pierce O'Neill, qui est juste ici. Et monsieur Bruce Wentroll, qui est là. Ah, c'est des visages familiers. Alors ils ont... Ouais, c'est des visages familiers, mais ils ont... pas les têtes d'astronautes quand même. Mais... personne ne fait la remarque et du coup la discussion continue. Je vous en prie, installez-vous, asseyez-vous. On va se faire le briefing de la mission. Je vous rassure, messieurs O'Neill et Wentroll sont totalement habilités pour entendre les informations classifiées sur le BlackSat. Donc nous pourrons discuter librement devant eux. La mission tout d'abord. Un satellite de défense américain classifié en orbite, nommé BlackSat, a besoin d'être réparé et recalibré. Votre mission, c'est d'escorter Wentroll et O'Neill, qui est son remplaçant, sur un vol de navette secret vers le satellite afin qu'il puisse effectuer cette récupération et ce calibrage. La couverture de ce vol, ce sera tout simplement un vol d'entraînement. La hauteur du BlackSat est de 523 km, il se déplace à 7 km/s. Macmillan, vous devrez synchroniser votre orbite avec celui du BlackSat, puis amorcer une approche où Belton
pourra escorter ses chers spécialistes jusqu'au satellite pendant une EVA. Parfait. Vous ne pouvez pas tirer le satellite dans la baie de la navette, comme on le fait régulièrement. Vous ne pourrez pas utiliser le bras télécommandé. Les techniques et les technologies qui vont être utilisées pour réparer le Black Sat sont classifiées différemment. Vous n'avez pas accès à ces informations. Vous n'êtes pas autorisé à les utiliser. Et pour vous aider, la navette possédera 3 plateformes de manœuvrabilité pour que vous puissiez escorter nos spécialistes. Donc ce qu'on appelle les manœuvres de plateforme habitée, pour ceux qui ont vu Gravity, c'est ce que George Clooney a au début. C'est des espèces de sièges dans lesquels tu es en combinaison, qui ont des jetpacks un peu partout, et qui sont un peu faciles à manœuvrer pour le commun des mortels. Vous, en tant qu'astronaute, vous n'en avez pas besoin généralement, mais ça va être utile pour transporter ces 2 personnages dans l'espace, puisque eux, par contre, en termes d'entraînement, ils risquent d'être un petit peu limite. Le décollage est dans 48 heures. Est-ce que vous avez des questions ? Quelle est la oui, colonel, j'ai une question. Quelle est la mission effectivement de Wenstrom et O'Neill? Leur mission est de réparer le Black Sat. Ok. Il faut comprendre que le Black Sat est une technologie de pointe classée top secrète, et vous avez devant vous la moitié de la population mondiale capable de réparer ce satellite. D'accord. C'est une technologie de pointe extrêmement précise et extrêmement secrète. On n'a aucun moyen, vous n'avez aucune autorisation de nous communiquer ce que fait le Black Sat. C'est classé top secret. Entendu. Et Winthrop va prendre la parole. Et il va vous dire ah bah de toute façon, il y a que nous, il y a que O'Neill et moi qui comprenons les différences de Curtis. C'est quelque chose d'assez compliqué, vous ne pourriez pas comprendre, mais... Et il commence à parler dans un jargon mathématique assez compliqué. Après, vous êtes quand même des gens qualifiés, mais vous avez un peu de mal à saisir ce qu'il raconte. Mais très vite, Woolrich coupe la parole. En disant Winthrop, c'est classé à la kite, vous ne pouvez pas parler de ça. Vous n'avez pas le droit de communiquer par rapport à ça. Monsieur Weintraub, notre travail, c'est de le réparer. Notre travail, c'est de vous amener jusqu'à lui. On n'a pas besoin d'en savoir plus. Très bien. Tout est classé. Très bien. Bah, écoutez, Est-ce que j'ai des informations à connaître que je puisse synchroniser la navette avec le Black Sat? la trajectoire du Black Sat et son orbite sont dans la navette, dans l'ordinateur de la navette. Toi, tu sais que c'est quelque chose que tu feras assez facilement. Pour le coup, là, sur le papier, en dehors des 2 énergumènes que vous allez embarquer, qui sont plus le problème de Luke Belton que le tien, pour être très clair. Comme ça, sur le papier, toi, ton boulot, easy quoi. Ok, mais en gros, enfin moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que les écoutilles sont compatibles? Est-ce que en gros, je vais pas avoir de choses particulières? C'est ce qu'il t'a expliqué. Tu t'amarres pas. Ok. Tu te mets à proximité et ils sortent en EVA, on est en évacuation à l'extérieur du véhicule. Que justement, ils et, puissent voyager de l'autre côté. Et ils y Ok. vont directement. Juste, Bon, bah, tu écoutez. Colonel, n'es pas censé accoster ou t'amarrer au Black Sat. Bon, bah pour moi, c'est une mission qui va très vite se dérouler. Pour rentrer à bon port très rapidement. Belton, ouais, ne mettons pas la charrue avant les bœufs non plus. non mais bon, il restera avec Belton fasse son taf. Parce que justement, est-ce que Belton est habitué à voir... Est-ce que c'est une mission qui est ordinaire autant que peut être une mission spatiale, d'avoir là 2 personnes qui sont non qualifiées dans l'espace? Est-ce que On c'est va quelque chose qui est on va ordinaire ou être qui est... très très clair. Toi, t'es pas habitué à faire des vols spatiaux. C'est ton premier de mémoire. Ah. Parce que ceux qui sont partis, pour l'instant, il y a Macmillan et Spey, c'est les seuls qui sont partis. Mais tu sais que pour aller dans l'espace, c'est des années et des années de formation, en plus d'être déjà des gens d'exception de l'Air Force, généralement. Et derrière, c'est un entraînement physique intense. Et avant le décollage, comme vous l'avez fait, il y a entre 1 an et demi et 2 ans de préparation. Clairement, eux, sont pas prêts. Ok. Je vais d'abord, avant de lancer une objection, je vais regarder mes camarades et surtout le commandant. Qu'est-ce qu'il en pense, le commandant? Est-ce qu'il a quelque chose, il montre une certaine genre un certain malaise à ça, ou ça a l'air d'être tranquille? Pour l'instant, je suis entièrement dans l'écoute et l'appréhension de la mission. Les missions, quand on nous envoie les mener à bien, c'est pas parce que ce sont des missions faciles, c'est parce qu'il faut les meilleurs pour le faire. J'estime que notre entraînement et notre préparation nous permet de nous lancer avec
2 individus non préparés de la manière la plus sécuritaire possible. On est probablement les meilleures chances qu'ils aient de réussir leur mission ici. Ok. Donc je suis tout à fait serein par rapport à cette mission. Ok, bah dans ce cas, je vais quand même élever un peu la voix. Excusez-moi, commandant, si vous me permettez. Belton. Nous parlons ici d'emmener dans l'espace de personnel non habitué, non entraîné. Je ne voudrais pas contredire les ordres de cette mission-là, mais ça me paraît quand même un peu risqué. Absolument, Belton, c'est risqué. Aller dans l'espace, c'est risqué. Et c'est pour ça qu'on fait appel aux meilleurs, c'est-à-dire nous 6. Et j'imagine que Ulrich M. Weintraub va prendre la parole pour t'appuyer. J'insiste sur le fait que je comprends bien votre surprise en vous disant que des personnes non entraînées vont aller dans l'espace. Mais ces 2 hommes sont les seuls qui sont capables de réparer le satellite. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes sur une classification secret défense et il y a des vies qui sont en jeu. Il est indispensable que ce satellite reste opérationnel. Absolument indispensable. Excusez-moi. Afin que je puisse bien préparer cette mission-là, j'aurais besoin de savoir exactement le nombre de personnes qu'il y aura à bord. S'il y aura que nous ou s'il y aura d'autres personnes de prévues. Il y aura vous Et surtout, 4 j'aurais et les 2 besoin, personnes présentes. J'ai besoin aussi exactement d'avoir le dossier médical de l'ensemble de ces personnes pour bien préparer l'état physique et psychologique de l'ensemble d'entre nous et ainsi prévoir s'il a des traitements spécifiques qui pourraient nous être utiles sur place. Là, Weintraub prend la parole. Il fait moi, je fais de la fibromyalgie, donc c'est un peu compliqué. J'ai du mal à respirer, je supporte mal la pression. Et Ulrich reprend la parole en disant de toute façon, les tests médicaux sont prévus demain et un entraînement très succinct sont prévus demain après-midi également. Mais vous aurez l'accès aux dossiers médicaux, vous inquiétez pas, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Ouais, parce que Quoi qu'il en je vais en soit, avoir besoin. c'est une mission qui va être très risquée pour eux, ils le savent très très bien, mais elle doit être effectuée. Je suis T'inquiète pas, entièrement d'accord. Turner, t'es au top. Tu le sais, Mais bien sûr. avec un petit clin d'œil. Mais si j'ai bien les documents d'amont, ça me permettra d'étudier et de parer à la moindre situation critique pour essayer de les ramener en vie avec nous, bien sûr. Eh bien écoutez, on vous fournit les documents dès qu'on a fini ce briefing et puis on pourra procéder aux examens médicaux dans la foulée si vous voulez ou demain matin comme vous le souhaitez. Dans la foulée, si possible. Parfait. Colonel Woolrich. Oui. Donc nos 2 spécialistes que nous allons emmener pour réparer le satellite. Certes, ils vont le réparer, mais est-ce qu'ils doivent diagnostiquer le problème ou est-ce que ce problème est déjà connu et ils savent déjà quelle intervention ils vont devoir faire sur ce satellite? C'est une information qui est classée secret. Vous n'y avez pas accès. Ce que je peux vous dire, c'est que la réparation devrait prendre entre 30 minutes et 1 heure maximum. Si tout se passe bien. Pour un séjour prévu pour une durée de maximum 3 jours. Ok. Très bien, C'est à la limite de l'aller-retour. Vraiment. d'accord. Ça va aller, Bolton 3 jours dans l'espace Vous allez gérer? Occupez-vous de votre... Ça vous change Oui, d'un je vais- T-38, hein? Alors... Non, enfin, là, tu vois que je grince un peu les dents, mais je me garde la bouche Ne vous fermée. inquiétez pas, Belton, vous serez plus utile que lui là-haut. Il y a Paolo Scalzo qui va sortir son sourire le plus gêné, mais peut-être le seul sourire qu'il arrive à sortir sur le moment, en disant « Ah, un esprit de compétition dans l'équipe, on sait que ça fait toujours des étincelles !» Oui, enfin, les étincelles dans une capsule remplie d'oxygène, on va éviter ce Scalzo. Il efface un peu son sourire, mais il essaye quand même de le maintenir. Il a l'air tendu, le bonhomme, quand même. Oh, le Néanmoins, je vois que tout le monde est en forme et tout le monde a l'air très motivé pour cette mission, ça me ravit. Et je suis honoré d'être le commandant de cette équipe qui a l'air vraiment spécialisée et enjouée à l'idée d'aller ou de retourner dans l'espace. Et je fais un clin d'œil à Macmillan. Est-ce que vous avez d'autres Toujours questions prêt. ou pas? Colonel Woolrich, peut-être une question, mais en aparté, une fois que le briefing sera levé. Eh bien, le briefing est levé, si ça va tout le monde, à moins que Luc Belton, excuse-moi. Ouais, juste... Je suppose qu'on doit avoir des documents de plus de tout ce qui va être logistique, de qu'est-ce qui doit être emmené dans l'espace, tout ça, est-ce qu'on va avoir des... Évidemment, on part du principe pour cette mission que quand vous allez partir, tout ce dont vous avez besoin est dans la navette.
Ok, très bien. Vous n'avez pas à vous embêter avec ça, de toute façon. Et c'est pas à vous, en tant qu'astronaute, de vous occuper de ça. Vous vérifiez toujours, sur place, le matériel. Quand vous êtes dans l'espace, vous vérifiez toujours le matériel avant de l'utiliser, etc. Mais quand vous partez, c'est pas à vous de faire les bagages, quoi. Ouais. Vous avez autre chose à penser, quoi. Ouais. Là, c'était surtout pour s'assurer que qu'on ait toutes les infos de tous les outillages, tous les trucs comme ça qui sont nécessaires et que parce que ma principale crainte, ça va être que les deux spécialistes ils vont ramener des trucs qui sont pas conformes ou des trucs comme ça. S'assurer que leur bagage en plus va pas interférer avec la mission. Oui, mais après, c'est compliqué à savoir puisque tu sais pas ce qu'ils emmènent. Vu que t'es pas habilité à le savoir. Ok, ça marche. Bon. Mais sur le papier, tu peux que faire confiance à tes supérieurs hiérarchiques, quoi. Sur le papier. Très bien. Luke Belton n'a pas d'autres questions. Donc nous passons à la fin du briefing et le lieutenant-colonel Michael Spey, commandant de cette mission, va donc le diriger en direction du colonel Woolrich. Commandant Spey, vous voulez me parler? Absolument, je vous remercie. Une dernière question, et je ne voulais pas la poser devant l'équipe. Vous avez sélectionné les meilleurs pour cette mission. Je suis vraiment très étonné qu'on n'ait pas un médecin de l'US Air Force qui soit présent. Pourquoi le Dr Turner? Un civil pour une mission alors qu'on a déjà 2 poids morts? C'est risqué. Parce que je pense qu'elle est plus compétente. Et on m'a demandé de la choisir elle, parce qu'elle avait déjà fait ses preuves sur des situations particulièrement stressantes, dans des contextes particulièrement défavorables, et elle a fait preuve d'un calme, d'un sang-froid et d'une précision chirurgicale assez fabuleuse. Donc, contrairement à ce que vous pouvez penser, ce n'est pas du pistonnage, mais bien un choix de compétences pour que cette mission se déroule le mieux possible. C'est une mission absolument majeure, et nous voulions que chaque membre de l'équipe soit le meilleur dans son domaine. Très bien. C'est la meilleure. Si vous lui accordez pouvez votre avoir confiance en j'en elle. ferai de même. Eh bien, je lui accorderai toute ma confiance. Et peut-être qu'il faudra envisager la recruter dans l'armée si elle est aussi bonne que ça. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis sur cette mission. Très bien. Merci, colonel. Rompez, commandant. Le briefing est donc terminé. Vous vous retrouvez à l'heure actuelle à Cap Canaveral. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Nous avons donc le Dr Turner qui, elle, va faire les examens médicaux de nos chers compagnons. Est-ce que vous, les autres, vous pouvez faire quelque chose pendant ce temps-là? Sachant que vous avez donc un entraînement en simulation avec vos 2 compères que vous ne connaissiez pas, qui sont prévus pour le lendemain matin. Donc là, sur la journée, vous avez carte blanche pour vos préparatifs. Généralement, c'est des moments qu'on passe avec ses proches, mais vous pouvez faire autre chose. Sachant que certains d'entre vous n'ont pas de proches. Donc. Ouais. Moi, je vais me contenter pour l'instant de relire et relire et relire encore toutes les procédures d'urgence de sécurité pour être sûr de ne rien oublier, d'être au top sur cette mission en cas d'urgence. Donc tu lis tout ça plusieurs fois. Fais-moi un jet. Tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jet. Et si tu le réussis, je te donnerai un avantage à un moment donné, quand on aura besoin, parce que tu te prépares correctement. Donc tu vas me faire un... Fais-moi un jet brut de l'intelligence. 17, c'est un succès. C'est un joli succès même. Ok. Donc tu bosses toute la journée et tu arrives à rentrer dans le crâne des choses que tu sais déjà, mais tu remets un peu d'ordre. Tu ranges dans tes tiroirs mentaux peut-être un peu différemment. Puis voilà, tu remets de l'ordre dans tout ça pour que ce soit le plus clair possible et le plus naturel possible quand tu auras besoin de prendre une décision en réaction très rapidement. Tu sais que tu pourras faire appel à ce que tu viens de travailler. Luke Belton, Dirk Macmillan, est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose? Je vais aller voir mes parents, Sadie et Doug, parce que ça fait, j'aurais promis de passer un après-midi avec eux, donc je vais passer un moment avec eux, un petit dîner de famille. Ça. Tu les préviens, tu connais bien tes parents, et quand tu les préviens, tu sais que quand tu vas arriver dans l'après-midi, tu vas avoir droit à l'énorme barbecue à l'américaine. Ils auront sûrement invité beaucoup de voisins, parce que c'est comme ça qu'on fait les choses quand son fils astronaute part dans l'espace pour la première fois. On fait pas ça en petite communauté. Donc quand tu vas arriver, il y aura évidemment une tonne de nourriture qui sera déjà prête, une tonne de nourriture qui sera encore à cuire, avec beaucoup de gens que tu aimes bien, beaucoup de gens que tu n'apprécies pas forcément, peut-être même des gens que tu ne connais même pas, qui seront là.
Ta mère va sûrement te courir dans les bras en disant « Luc, mon petit Luc, enfin, tu pars Maman, dans les voyons. étoiles. » Tu fais attention quand même. Hein. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Je ne vole qu'avec les meilleurs. Non, c'est eux qui volent. volent avec les meilleurs. Tu sais très bien comment ça se passe. Maman. Oh, allez. Ça, Luc, c'est important. C'est important. Tu sais combien d'hommes noirs sont montés là-haut? S'il te plaît, ne remets pas ça encore sur le tapis. On a déjà parlé. Et oui, je sais. C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est important. Oui, écoute, de toute façon, ça, je l'avais promis à papa. Et je lui dirai, de toute façon. Il sera fier, lui aussi. Oui, tu sais comment il Bien. est. Il te le dira pas, mais il est déjà très très fier. Ouais, évidemment, ouais. Il t'a fait un signe de tête en arrivant pendant qu'il faisait cuire ses saucisses, son bacon et ses ribs. Derrière son énorme barbecue qui est beaucoup trop gros pour les êtres vivants normaux et normalement constitués. Bon. Tu fais attention par contre parce que ça reste dangereux. Hein. Même s'il n'y a pas eu d'accident depuis des années, ça reste quand même dangereux. Je te dis, t'inquiète pas. Là, je vais essayer de lui cacher tous les doutes que j'ai et tout le sentiment un petit peu de malaise qui ont fini de monter de plus en plus. Donc tu veux cacher quelque chose à ta maman? Oui. D'accord. Ça va être un jet qui va être très 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 dur, mais... Oui, c'est en effet. Tu vas me faire du coup un jet pour cacher des choses à ta maman. Tu vas me faire un jet de persuasion. Déguisement. Ouais. Non, déguisement, c'est vraiment le déguisement physique généralement. Ouais, non, persuasion, un jet de persuasion, tu la persuades que tout va bien. Yes, je vais persuader que tout va bien. La maman. Faut pas mentir à sa maman. Non, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Jette-moi des 100 s'il te plaît. Yes. Enfin, 2 des 10. Ok. Tu sais qu'elle y croit pas une seconde. Au fait que tu essaies de la rassurer, elle est totalement consciente que tu es stressé, etc. Mais tu sais aussi qu'elle te le montre pas, qu'elle te croit pas. Parce que tu as besoin de dire que ta mère a l'esprit tranquille et que... Donc voilà, c'est un jeu de dupe entre vous qui va se jouer sur la journée où tu vas essayer de lui faire croire que tout va bien et puis elle va te faire croire qu'elle pense que tu penses que tout va bien. Et voilà, mais personne n'est dupe. Mais ça permet quand même de passer l'après-midi dans une bonne humeur et dans une bonne ambiance. Et ça te permet quand même de décompresser au final un peu. Et peut-être même qu'à la fin de cette journée, tu seras quand même un peu détendu. Au final. Parfait. Macmillan, qu'est-ce que tu fais de ta journée? On n'est pas le meilleur sans s'entraîner. Et vu que dans la NASA, l'échec n'est pas autorisé, je pars en entraînement. Simulateur de vol, simulateur de synchronisation de gravité et de rotation. Que je puisse être fin prêt pour le décollage dans 2 jours. Ok, Macmillan fait du zèle. Tu vas me faire un test de pilotage et même principe. Si tu le réussis, on partira du principe que tu t'entraînes bien et ça te sera utile à un moment donné. Alors tu vas faire un test de pilotage navette spatiale. Et il faut que tu scrolles un peu vers le bas ta fiche de perso pour pouvoir le trouver. C'est bon, trouvé. Trouvé et réussi. Ok. Tu t'entraînes, tu augmentes la difficulté au fur et à mesure. Tu te retrouves dans des navettes avec des défaillances improbables, des choses qui n'existent pas, qui n'existeront jamais. Il faudrait un alignement astral pour réussir à avoir autant de défauts techniques, de panne moteur, de panne électrique, et de dépression, décompression. Et tu gères tout ça d'une main de maître, et à chaque fois, tu atteins ta cible extrêmement facilement. À chaque fois, tu réussis à ramener ton équipage en un morceau. Sincèrement, les gens qui travaillent avec toi depuis longtemps sont étonnés, encore et toujours, des capacités que tu as quand tu es aux commandes d'une navette. Ou d'un avion, peu importe. De toute façon, pour toi, c'est la même chose. C'est même pareil avec ta Porsche. Donc, tout ce que tu conduis finit toujours en bon état, au bon endroit. Peu importe les conditions. Même surpris qu'il soit surpris avec le temps. Ouais, mais tu restes quand même quelqu'un d'étonnant. J'impressionne. Ma chère Derd Turner, ta journée va être un peu plus mouvementée. Tu as quand même des examens médicaux à faire passer. On va te donner le dossier médical de tes 2 patients. Et alors là, c'est très compliqué.
parce que le peu que t'as t'aide pas beaucoup et tout le reste est censuré. Donc c'est assez difficile. Par contre, t'as les patients sous la main. Censuré dans le sens classifié ou censuré Classifié, genre ouais. Non, classifié, c'est t'as pas accès à toutes les infos. Par contre, t'as les patients devant toi. Tu vas commencer à faire des tests un peu généraux. Tu vas commencer par O'Neill. Et alors là, c'est la grosse claque. C'est peut-être le pire spécimen physique que tu aies jamais examiné dans ces conditions-là. Alors, il en a assez bonne forme physique pour un fumeur d'une 60aine d'années. Sa tension artérielle est à 155-100. C'est alarmant. Sa capacité pulmonaire est lamentable. Il y a une réelle chance, disons 50-50, que les vaisseaux sanguins de ses yeux se rompent sous la force du décollage. Ouais. Les chances qu'il subisse une crise cardiaque mortelle ne sont probablement que d'1 sur 10, ce qui est pas mal. Moins que les chances d'1 sur 5 que tu estimes qu'il ait une embolie massive au moment du décollage. Fais-moi un jet de médecine pour voir ce que tu trouves d'autre, s'il te plaît. Ça sent pas la brillance comme on dit. Alors médecine, attends, je la cherche. Elle est là. C'est un succès. En faisant tous ces examens, tu te décomposes au fur et à mesure en te disant que ça va être vraiment très très compliqué de faire survivre ces bonhommes au voyage là. Même s'ils ont une résistance au vomissement et à la nausée un peu au-dessus de la moyenne, assez étrangement. Par contre, quand tu prends un peu ces constantes et puis que tu commences à analyser un peu tout ça, tu remarques qu'il y a une activité électrique dans le cerveau qui est plus intense que chez les gens ordinaires. Beaucoup plus régulière aussi. Presque rythmique peut-être. Assez étrange. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça me rappelle pas des cas, des pathologies ou autres que j'aurais pu examiner psychologiques. Ou... Non. Les activités cérébrales sont généralement très variables, soumises aux émotions, soumises aux pulsions, soumises à pas mal d'électromagnétisme, là, de petits... voilà, il n'y a jamais rien qui est très stable en fait. Et là, pour le coup, c'est beaucoup trop carré, beaucoup trop rythmique, beaucoup trop précis. C'est étrange. Vraiment étrange. Quelque chose qui cloche, quoi. Après, tu l'as en entretien avec toi, donc tu peux faire ton entretien avec lui poser les questions que tu veux. Il est dans la pièce avec toi. Est-ce que vous pouvez me redonner votre nom, votre prénom et votre âge, s'il vous plaît? Bien sûr, je suis Pierce O'Neill, j'ai 52 ans. D'accord. Est-ce que vous pouvez me rappeler également votre profession et ce que vous faites au quotidien? C'est classé, mais je peux vous dire que je suis mathématicien. Mathématicien. Pouvez-vous me rappeler de quelle école, quel diplôme, quelle université vous avez pu faire? C'est classifié. Qu'est-ce que vous savez de non classifié que j'aurais besoin de connaître pour accoler à votre dossier et vous permettre de revenir en vie, cette bonne vieille planète bleue? Je suis pas fait pour aller dans l'espace, vous en êtes bien rendu compte. Si j'avais un moyen de pas y aller, je n'irais pas. Mais il faut absolument qu'on arrive là-haut et absolument qu'on répare ces satellites. Donc, qu'est-ce que je peux vous amener? Pas grand-chose, à part que je vais essayer de pas crever en chemin. Mais ça ira pas beaucoup plus loin. En tout cas, pas à l'aller, au retour. Après, une fois que j'aurai fait mon boulot, il se passera ce qui se passera, on verra bien. Mais... Comment vous abordez ce voyage? Mais il faut qu'on y arrive, on n'a pas le choix. Donc je vais faire comme tout ce que j'ai déjà fait par le passé. Je vais y arriver parce qu'on n'a pas le choix. Je suis pas spécialement stressé, non. Et il dit la vérité pour le coup. Il a encore ses constantes en vue. Il n'y a pas de... Non, il est calme, le bonhomme. Avez-vous de la famille que vous laissez ici avant de partir? Absolument pas. J'en ai plus depuis des dizaines d'années. Je vous remercie. Je le libère. Merci, Dr. Turner. Tu vas ensuite recevoir Bruce Wintraub.
Pouvez-vous me donner votre nom, votre prénom et votre âge, s'il vous plaît? On va faire l'examen standard d'habitude avant. Ah oui, c'est vrai, pardon, je croyais que j'avais déjà fait les deux. Parce que O'Neill avait un statut de pire, de pire cas que t'avais pu, analyser, faire passer les examens. Bah du coup, il est détrôné assez rapidement par Wintrobe. Alors, et pourtant, il est 15 ans plus jeune que O'Neill. Mais l'hypertension de Wintrobe est légèrement moins invalidante. Il a une pression artérielle de 145/95, hein, ce qui reste quand même beaucoup trop mauvais pour pouvoir aller dans l'espace, on va être très clair. Il a une vingtaine de kilos en trop, des cicatrices à la gorge assez typiques de reflux gastrique œsophagien chronique. Son asthme est alarmant. Sa colonne vertébrale inférieure est en très très mauvais état. Il n'a pas les symptômes d'un mode de vie très sportif et très, très sain. Il a a priori des mauvaises habitudes alimentaires. C'est impossible que tu donnes autre chose qu'un refus médical pour le Dr Wintrobe. Clairement. Après, tu sais qu'on ne demandera pas plus ton avis que ça, mais si on te demande ton avis, tu diras qu'il est incapable que... Enfin, cet homme ne peut pas partir dans l'espace, c'est impossible. Fais-moi un jet de médecine, quand même, pour cet examen, s'il te plaît. Ok, assez étonnamment, tu retrouves le même schéma neurologique que chez O'Neill. Ce rythme, ces pulsions fréquentes, et rythmées, carrées, précises. Ce qui te choque encore plus. C'est très très déstabilisant. Docteur Turner, je vous écoute. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué. Tu le sens beaucoup Je vais plus pas vous le stressé cacher. que O'Neill. Hein. Pouvez-vous me redécliner votre nom, votre prénom et votre âge? Je m'appelle Bruce Wintrobe. J'ai 42 ans. Pouvez-vous me dire votre métier et ce que vous faites au quotidien? Je suis mathématicien, chercheur. Je suis dans la découverte de procédés mathématiques qui risquent de révolutionner le monde. Je suis mathématicien. De quel type de procédé? Sur quel type de procédé travaillez-vous? C'est assez compliqué. On travaille sur des arcs de désintégration délinéaire, d'intégration baryonique, de mécanique métadimensionnelle. Et il commence à t'expliquer un peu tous les concepts mathématiques sur lesquels il travaille. Alors, t'es quelqu'un d'extrêmement doué, d'extrêmement calé. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui est à la pointe scientifiquement, même si t'es pas mathématicienne, tu es quand même quelqu'un d'extrêmement calé. T'as du mal à cerner ce qu'il te raconte. Sincèrement, t'as vraiment, vraiment du mal à cerner ce qu'il dit. C'est une autre dimension, quoi. Une autre dimension de mathématiques. C'est des théorèmes qui sont hors normes. Des choses qui sont inaccessibles au commun des mortels. Ce que t'arrives à déceler un tout petit peu dans ce qu'il raconte, c'est... Fais-moi un jet d'intelligence quand même pour voir si t'y arrives. C'est une compétence ou c'est un attribut? Non, c'est un attribut directement. Tu vas dans physique. Ok. Tu comprends vraiment pas grand chose à ce qu'il te raconte. C'est trop obscur, trop abstrait pour toi. Ça va trop loin c'est trop pointu. Tu n'arrives pas à saisir le sens de tout ce qu'il peut te dire. Ce que tu comprends par contre, c'est qu'il parle plus facilement qu'O'Neill par contre. Oui, bah ça je m'en suis douté, c'est pour ça que je creuse un petit peu plus. Vos recherches ont l'air fort intéressantes, mais quelles peuvent en être leurs applications? Eh bien, c'est... comment dire? J'essaye de vulgariser au maximum ce que je vous dis. Hein. Ça me fait mal parce que ce que je vous dis, c'est pas la vérité, c'est pas vrai. C'est tellement vulgarisé que c'en est un sacrilège pour moi. Mais en gros, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand on prend un chiffre, quand on prend une mesure, il y a des données sous-jacentes. Ces données sous-jacentes sont sensibles à tout ce qui les entoure. Et la pensée humaine, dans sa réflexion et dans son état brut, est capable d'avoir une interaction avec ces données sous-jacentes, ce qui permet d'altérer et de créer des désordres dans la matière, des désordres dans la réalité,
Et c'est un peu comme si... Vous croyez en Dieu, Dr. Turner? C'est une très bonne question. Ben moi, je n'y crois pas. Mais c'est un peu comme si vous pouviez croire en Dieu et qu'en imaginant quelque chose très très fort, c'était possible que ça se produise. Et vous en êtes capable, vous? Je suis capable de comprendre certaines choses. Après, de modifier les choses, avoir un impact, et c'est plus compliqué. Mais on travaille sur l'équation de Curtis. Curtis est un mathématicien de génie qui avait réussi à développer cette théorie qui remet en question absolument toutes les mathématiques et donc toutes les sciences actuelles. Il faut comprendre que c'est comme si on avait regardé les sciences actuelles sous un seul scope, dans un seul angle, et qu'en fait, si on faisait pivoter cette image, tout un autre pan de la réalité nous était dévoilé. Je sais pas comment vous expliquer ça plus... Comme un prisme, au final. Oui, c'est comme si vous regardiez le monde à travers une lentille et que tout d'un coup on vous enlevait cette lentille et que vous voyez le monde tel qu'il est. Et vous voyez le monde tel qu'il est aujourd'hui? Et je vois le monde comme vous le voyez. Je le comprends différemment. On parle pas de vision, on parle de compréhension. Je comprends l'impact que peuvent avoir nos pensées, je comprends l'impact que peuvent avoir les mesures que l'on fait, les avancées scientifiques que l'on fait, mais je comprends aussi tout ce qu'il y a de sous-jacent derrière et tous les risques potentiels qu'il y a. Quand ils ont créé Satellite, par exemple, ils ont mis en place des technologies qu'ils ne maîtrisaient pas à l'époque, qui peuvent être très dangereuses. Ils ne le savaient pas. Et maintenant, il faut qu'on arrive à réparer ce satellite. Et toi qui racle un peu sur le réparer ce satellite, pour faire en sorte qu'il ne soit pas dangereux. Mais c'est assez compliqué, c'est un procédé très 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 difficile. Et je peux pas vous le vulgariser comme ça demanderait des années et des années d'explications, de théorèmes et de calculs. C'est très compliqué. Et depuis quand arrivez-vous à comprendre l'univers différemment? Mais j'estime pas réussir à le comprendre à 100% comme il doit être compris. J'estime que j'ai entrevu. Voilà, j'ai cligné de l'œil en dehors de la loupe, on va dire. Ça fait quelques années déjà. Ou régulièrement? Quand je le souhaite. Mais c'est qu'un aperçu bref. Hein. Une image trop succincte pour en tirer toutes les conclusions possibles. Est-ce que depuis, vous avez senti des... Il y a un haut-parleur dans la salle qui va s'activer. C'est la voix de Woolrich qui vous dit Dr. Turner, il y a un problème avec Monsieur Wintraub, ça fait longtemps que vous êtes en examen là, non? Il y a un micro du coup pour que je puisse répondre? Oui, bien sûr. T'as un phone. Sachant que t'appuies sur un bouton, voilà. Normalement, il n'est pas censé t'écouter. Voilà. J'appuie sur un bouton. Non, je suis en train de terminer le bilan psychologique de mon patient. Je viendrai vers vous faire un compte rendu juste après. J'attends votre rapport, merci, Dr. Turner. Je vous remercie en tout cas pour cette discussion. On part sur une belle aventure. J'espère qu'on en reviendra. J'espère que j'arriverai à vous faire revenir en vie avec nous. C'est surtout ça qui m'inquiète. Ouf. Je pense que je vous apprendrai rien sur la santé un petit peu délabrée de votre corps. Si je survis à l'aller déjà, ça sera bien. Le retour, une fois qu'on aura fait ce qu'on a à faire, si ma vieille carcasse rentre pas, c'est pas très grave. En tout cas, je ferai tout ce qui est en mon possible pour vous ramener avec nous. Si je vous remercie beaucoup. Décollez. Merci beaucoup, Dr. Turner. C'est moi qui vous remercie. Vous pouvez disposer. L'examen médical étant terminé, cette première journée va se terminer. Vous allez vous reposer avec peut-être des questions, peu de réponses. Mais en tout cas, quelque chose qui est sûr, parce que le Dr. Turner va quand même vous transmettre les infos, c'est que le voyage il risque d'être compliqué pour vos deux passagers. Clairement. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier sur votre soirée ou pas? Moi, je vais voir le colonel quand même pour faire mon débrief. Ouais. Suivant, on fait le débrief. Partais du principe que tu l'avais fait après, mais on peut le faire si tu veux. Donc, tu vois le colonel Woolrich en sortant de tes examens médicaux. Dr. Turner, qu'est-ce qu'il en ressort, même si je me doute un peu des conclusions que vous avez pu en tirer? Je pense que vous doutez la conclusion. J'en ai un qui a une chance sur deux de mourir dès le décollage et donc de ne pas pouvoir mener la mission à bien, et j'ai le deuxième qui est sûr de laisser sa vie quoi qu'il en soit lors de cette mission. Je ne préconise pas du tout d'emmener ces deux patients avec nous à bord.
Nous risquons de partir à 6 et d'arriver seulement à 4 au niveau de ce satellite. Mais c'est un risque que l'on doit prendre, malheureusement. Si j'ai l'autre solution, je le ferai. Je vous prie de me croire. Mais je n'ai pas d'autre Vous en solution. doutez que d'un point de vue de la déontologie, je suis obligé de vous prévenir de ces risques, je suis obligé d'en parler aussi à notre capitaine de mission pour qu'il soit au courant de Mais ce qui je vous en pourrait prie. arriver. Je vous en prie. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ce qui est par contre assez étonnant, c'est que dans les deux cas, je pense que nous ne souillerons pas la tenue, étant donné qu'ils ont une assez bonne résistance aux perturbations et aux remontées, comme on pourrait les appeler. Personnellement, je les connais pas plus que ça, mais on m'a dit qu'ils avaient vécu pas mal de choses, ouais. En tout cas, j'aurai besoin d'un bon stock et d'une très bonne pharmacie pour essayer de les tenir en vie le plus longtemps possible. Vous savez comment Et ça marche, remettre un peu Turner. leur Vous mission. faites votre liste et tout sera à bord. Ok, je m'occupe de ça ce soir pour que vous puissiez tout récupérer pour demain matin. Merci de votre professionnalisme, Turner. Merci à vous. Reposez-vous. Rampez. Est-ce que les autres, vous faites quelque chose de votre soirée ou pas? Ou Turner aussi, d'ailleurs. Absolument. Oui, colonel. Lieutenant. Après le débrief de Macmillan sur l'état de santé des deux patients, je vais voir Woolrich, moi aussi. Colonel Woolrich, Commandant. qu'est-ce que c'est que ce bordel, mon colonel? Vous êtes en train de me faire partir dans l'espace avec 2 torches? On n'a pas le choix, commandant. Je vous demande pas de les ramener vivants. Je vous demande de faire en sorte qu'ils arrivent là-haut vivants. Et si ça n'arrive pas, comment on fait? On aborte la mission, Si ça n'arrive pas, on envoie Belton faire des choses sur le satellite alors qu'il n'y connaît Ça rien. n'arrive pas, vous rentrez, vous ne pourrez rien faire sur place. Vous n'en avez pas les compétences, Belton ne les a pas non plus. J'ai attendu plus de la moitié de ma vie pour retourner dans l'espace, et là je vais me retrouver avec un dossier entaché avec 2 pertes humaines et des civils de plus. Et ça n'apparaîtra De sur support. aucun dossier. Commandant. Le vol apparaîtra sur le dossier en tant que vol d'entraînement, réussi brillamment. Peu importe ce qui se passera, le reste n'apparaîtra pas sur votre dossier, commandant. Ni sur celui de vos coéquipiers. Ce n'est pas une mission comme les autres, commandant. Je le comprends. J'ai bien compris que c'était pas une mission comme les autres. J'ai bien compris qu'on était les meilleurs pour ça. Vraiment, je remets en question le fait que les 2 autres là soient les meilleurs pour ce qu'ils ont à faire. C'est pas les meilleurs, c'est les seuls. Comme je vous l'ai dit, à eux deux, ils représentent la moitié de la population mondiale capable de réparer ce satellite. Ils ne sont pas les seuls. À l'autre moitié. Je réponds à la voix fantôme en lui disant que l'autre moitié est russe, donc pas forcément accessible. Ah ouais, non, ça on n'aime pas. J'entends, colonel, j'entends. Bon, écoutez, moi, en tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que les civils, on va les amener. On va faire ce qu'il faut pour qu'ils restent en vie ou le plus longtemps possible là-haut. Par contre, je ne mettrai à aucun moment la vie de mon équipage en risque. Tous les militaires de cette expédition reviendront en vie, quoi qu'il en coûte. Commandant, je sais qui vous êtes, je sais de quoi vous êtes capable, je sais quel est votre état d'esprit, je sais quelles sont vos valeurs. C'est pour ça qu'on vous a choisi pour cette mission, commandant. J'espère bien que vous allez rentrer avec votre équipage. Si par miracle, vous rentrez avec un de ces deux-là en vie, tant mieux. Si avec beaucoup de chance, vous arrivez en haut avec un de ces deux-là en vie, tant mieux. Mais je sais que vous ferez votre maximum. J'ai une confiance aveugle en vous. Mais après tout, comme vous dites, c'est qu'une mission d'entraînement. Exactement. Merci, colonel. Bon entraînement, commandant. Est-ce que quelqu'un d'autre fait quelque Et je chose fais Ah pardon, excuse-moi. Donc je vais aller parler à Turner parce que je lui avais dit que je ferais un débrief après le briefing. Turner? Oui, commandant. Ou Dr Turner peut-être? Vous pouvez m'appeler Turner, ne vous inquiétez pas. Écoutez, on part sur une mission qui est particulière, vous l'avez compris. D'après ce que vous m'avez dit de nos 2 torches humaines, ça risque d'être compliqué. Je comprends pas pourquoi c'est à vous qu'on a fait appel pour cette mission. Mais le colonel m'a gratifié de toute sa confiance envers vous. Donc je vous l'accorde. Moi aussi. Merci, commandant. Vous ne serez pas déçus, Ah. je ferai tout mon possible pour regarder ces 2 personnes en vie. Et surtout, assurez-vous que nous rentrerons bien tous les 4.
Très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous et mon équipage de militaires rentrent en vie. Ça, ce Et sera le un cas, dernier ne vous point. inquiétez pas. Sachez que pour cette mission, même si vous êtes civil, je vous considère comme un militaire. Vous serez traité en tant que tel, et quand je vous donnerai des ordres, vous les assumerez, vous les exécuterez. Oui, mon commandant. Et en échange, je ferai tout ce qu'il faut pour que vous reveniez avec nous. Bien sûr, mon commandant. Tout est ok. Très bien, vous commencez à prendre le pli déjà. Allez, passez une bonne nuit, Turner. Merci, mon commandant. Tout est en place, messieurs. Alors peut-être, Oui, il me permet une autre petite aparté. bien sûr. Alors que je suis en train de me retourner encore et encore dans mon lit sans pas réussir à dormir, je vais me lever, au plein milieu de la nuit, sans faire de bruit. Et je vais partir utiliser mon ordinateur, allumer tous les VPN, systèmes de sécurité, histoire d'être intraçable. Petit hobby que j'ai sur le côté, si tu me le permets bien sûr, MJ. Avec plaisir, y a pas de souci. Et je vais taper le nom des deux... il y a leur nom de Pierce et des deux bonhommes. O'Neill. Et je vais faire des recherches sur eux. Oh, merci. Je vais faire des recherches sur Internet, essayer de voir un petit peu qui ils sont. Est-ce qu'il y a d'autres informations d'autres projets sur lesquels ils ont travaillé, ou est-ce qu'ils ont même une trace quelque part sur le net? Ok. Fais-moi un jet. Fais-moi un jet de... Informatique, je suppose. Ouais, on va partir là-dessus, je pense. Si tu fais tes recherches spécifiquement sur le net, ouais, tu peux faire un jet informatique parce qu'il va sûrement y avoir 2-3 petites sécurités à faire tomber, des choses comme ça, ouais. Succès. 13. C'est un succès. Tu vas commencer à chercher Wintrobe O'Neill. Commence par Wintrobe. Tu vas réussir à enlever quelques censures, quelques classifications sur ton dossier. Tu vas te rendre compte qu'il a fait un premier cycle d'études au Harvard Med College. Il a dominé le concours de mathématiques William Lowell Putnam. Il a remporté une bourse d'études supérieures à Harvard, où il a écrit une thèse sur les fonctions d'effondrement des matrices paradimensionnelles. Après avoir obtenu son diplôme à Harvard, il disparaît de la surface de la Terre. Mais en cherchant, en creusant pas mal, tu arrives à te rendre compte qu'en fait il a déménagé à Severn dans le Maryland, à quelques kilomètres de Fort Meade, le siège de la NASA. De la NSA, pardon. Ok. Et tu commences à voir un peu tous les théorèmes sur lesquels il a bossé. Alors c'est obscur, même pour toi, qui est quand même encore peut-être plus pointu que les autres à ce niveau-là. Ça parle de fonctions d'effondrement, de matrices paradimensionnelles, de choses assez étranges. De l'indicibilité des nombres. Des mesures dans les mesures. De ce qui est attaché. De ce qui est sous-jacent. En gros, ce que tu comprends, c'est que dans chacune des données que vous avez dans le monde, peu importe leur forme et la façon dont elles sont prises, mesurées, calculées, il y a toujours des données auxiliaires sans aucun rapport avec, qui sont cachées derrière. Tu t'y connais quand même pas mal en mathématiques et quand tu lis ce genre de choses-là, ça te paraît vraiment étrange, quoi. En gros, ce qu'il est en train de... Les théorèmes sur lesquels il bosse, c'est que l'état et la qualité des choses peuvent être modifiés, quoi. Par une description mathématique. Ça te paraît vraiment, vraiment pas naturel. Tu vas me faire un jet de santé mentale, s'il te plaît. Parce que toutes tes connaissances en mathématiques et toute ton approche scientifique viennent de s'écrouler. Ah oui, ok. Tac. Échec, 74. C'est un échec. Tu perds 1 point de santé mentale. C'est à peu près tout ce que tu as trouvé sur Wintrobe. Sur O'Neill, tu commences à fouiller. Tu te rends compte qu'il y a 8 personnes sur Facebook qui s'appellent Pierce O'Neill, mais il n'y en a aucune qui ressemble à celui-là. Les sources militaires révèlent rien, les sources universitaires révèlent rien. T'as que dalle sur lui. Ok. Tu farfouilles, tu cherches dans les universités, tu commences à faire le tour, tu commences à regarder un peu par rapport à son âge, peut-être les différentes promos, tu vois pas quelqu'un qui lui ressemble, des choses comme ça. Et tu as tombé sur une personne qui lui ressemble peut-être un peu. Mais c'est compliqué quand même.
Et il travaillait sur... c'est une photo où il apparaît en arrière-plan, en fait. Dans une photo de groupe où il est en arrière-plan. Il est assez jeune, il a peut-être 30 ans à l'époque. Et il travaille sur... c'est une conférence sur la sécurité qui s'intitulait Black Hat 7 Black Ops, l'avenir de la sécurité à l'ère de l'information. Et quand on regarde la photo, il est identifié sur la photo comme étant Albert Kanessinger. Ah. Quand tu fais un peu de recherche sur lui, tu te rends compte que c'est bien lui, pour le coup. C'est bien sa tête qui revient. Et il a modéré des sessions à huis clos sur les défis d'identité poreuse. Ça te parle pas plus que ça pour le coup. Et puis en cherchant un peu sur lui, tu découvres un article de journal qui indique qu'une personne portant ce nom a été arrêtée en 85 pour avoir tenté de cambrioler un temple hindou dans l'Indiana. C'est tout, c'est tout ce que tu trouves. Ok. Bon, bah, je vais aller me recoucher avec les yeux gros comme ça en me disant temple hindou. Temple hindou. Ouais, le temple hindou. Techniquement, ce qui doit te choquer, c'est pas le temple hindou, c'est plus le fait que toute ta vision des sciences et des mathématiques vienne de s'écrouler. Oui, mais quand même, un temple hindou. C'est plus difficilement concevable, je t'avoue. Sur ce, messieurs, on va s'arrêter pour ce premier épisode. Je vous remercie beaucoup. J'espère que la session vous a plu. Merci à toi. C'est super intriguant. Méga cool, ouais. Et on se retrouve Vraiment, tous très très bientôt, sûrement pour le décollage de cette navette. Yes. À bientôt. À bientôt. Bientôt.